François Mitterrand à Alger. Première visite en Algérie depuis les événements tragiques d'octobre et depuis les réformes politiques. 15 morts à Belfort, tous moins de 30 ans. L'enquête commence à peine sur ce terrible incendie, dû peut-être à des négligences d'entretien. Les plus belles sont en Suisse. C'est le salon auto de Genève, en vedette les nouvelles sportives et les véhicules 4x4. La douche écossaise ou les raisons d'une piquette, analyse douloureuse d'un échec annoncé de l'équipe de France de foot. Bonsoir, et d'abord cette question de médecine. Faut-il opérer à cœur ouvert les personnes âgées de plus de 75 ans? La réponse aujourd'hui, c'est oui. Et cela donne beaucoup d'espoir à tous les gens âgés qui souffrent du cœur. L'année dernière, par exemple, 2000 personnes dans cette tranche d'âge ont bénéficié de la chirurgie cardiaque. Les progrès de cette chirurgie et de l'anesthésie font que c'est maintenant une opération sûre. Et puis économiquement, car il faut bien aussi parler de cela, eh bien, c'est tout à fait rentable car les personnes âgées, après l'opération, consomment moins de médicaments. Daniel Duigou, Alain Gérard, reportage. Cet homme de 80 ans a subi une opération à cœur ouvert. Il y a 3 mois, il était condamné. Aujourd'hui, il vit avec une valve artificielle et il vit très bien. Vous êtes heureux de retrouver votre jardin et de pouvoir retravailler? C'est sûr, ça se demande pas. Vous ne pouviez plus le faire avant? Ah ben non, j'étais au bout du rouleau, comme on dit. Et maintenant, comment vous vous sentez? Mais je me sens pas mal. Qu'est-ce que vous faites alors de votre journée? Dans ma journée, quand je peux pas boucher parce qu'en ce moment c'est quand même trop mouillé. Hein. Autrement, je vais me promener. Je ne reste pas à la maison, ça y a rien à faire. Vous allez loin comme ça? Ah oui, je fais le tour, je cause avec un, avec l'autre. Il y a 10 ans, un chirurgien n'aurait jamais pris le risque d'opérer un homme aussi âgé. Aujourd'hui, il n'hésite pas pour 3 raisons. Meilleure sélection des malades, meilleure technique chirurgicale, meilleure anesthésie, réanimation. 3 raisons, 3 sécurités pour une opération délicate, changer une valve, la valve aortique, qui ne fonctionne pratiquement plus. Voici la nouvelle valve qui est déjà en place, la valve artificielle, et qui, elle, marche parfaitement bien. Mais pour qu'une telle opération réussisse, il existe une condition essentielle, elle n'a rien à voir avec la technique médicale, il faut que la personne âgée ait la volonté farouche de vivre. Après 75 ans, si le patient ne veut pas être amélioré, l'intervention ne marchera pas dans de bonnes conditions, car en post-opératoire, il ne fera pas les efforts pour respirer, faire la kiné respiratoire, et donc on aura des complications. Premier avantage de l'opération, c'est l'amélioration considérable de la vie des personnes âgées concernées par cette pathologie. Deuxième avantage, c'est pour la société faire des économies. L'opération coûte cher, 50 000 francs, mais elle évite des dépenses encore plus élevées en hospitalisation et en pharmacie. Un argument économique à considérer dans une société où la médecine va coûter de plus en plus cher. La Corse qui s'enflamme brusquement à 3 jours des municipales, c'est d'autant plus préoccupant que le scrutin n'aura peut-être même pas lieu. À l'origine de tout cela, une grève dans la fonction publique qui dure depuis 18 jours et qui a soudain dégénéré. Françoise Joly. 6 personnes blessées à Bastia, 1 à Ajaccio, c'est le bilan des affrontements aujourd'hui entre forces de l'ordre et manifestants. Des manifestants délogés par les policiers alors qu'ils bloquaient l'accès aux préfectures de Bastia et d'Ajaccio. La grève, qui a débuté il y a 3 semaines dans l'île, est suivie par 80% des salariés de la fonction publique. Ils réclament une prime d'insularité, soit 1 000 francs par mois, et une augmentation de 2 à 3% de leur salaire. Une revalorisation qu'ils jugent nécessaire pour compenser le coût de la vie plus élevé, disent-ils, que sur le continent. Ce conflit se durcit et paralyse maintenant la presque totalité des services publics, postes, sécurité sociale ou encore centre des impôts. Un inspecteur des finances, envoyé spécial de Matignon, a rencontré des responsables de l'administration et des syndicalistes. Il doit rendre son rapport au mois d'avril. La CGT, elle, de son côté, demande l'ouverture immédiate de négociations. Le drame de Belfort, une tragédie d'autant plus douloureuse que l'on sait maintenant que les 15 personnes qui ont péri dans cet incendie d'un immeuble du centre-ville de Belfort, donc, toutes ces personnes avaient moins de 30 ans. L'enquête commence à peine, on sait seulement que cet immeuble était vieux et sans doute mal entretenu. Agnès Poirier.
Les pompiers ont laissé la place aux enquêteurs. Depuis ce matin, les recherches ont cessé. Toute la nuit, les sauveteurs avaient fouillé les décombres à la recherche de nouvelles victimes. 3 étages se sont effondrés. À l'intérieur, ça n'est plus qu'un tas de gravats. Les experts de la police scientifique vont étudier les lieux. Le feu aurait pu démarrer d'un local à poubelle au rez-de-chaussée avant de gagner les étages. Négligence, court-circuit, gestes de malveillance, l'heure est toujours aux hypothèses. En janvier dernier, toute une série d'incendies criminels avait été allumés dans les quartiers populaires de Belfort. Mais les locataires qui ont échappé aux flammes mettent en cause l'installation électrique. Cet après-midi, Jean-Pierre Chevènement, maire de la ville, a lancé un appel à témoins afin de faire progresser l'enquête judiciaire. En quelques mois, l'Algérie s'est transformée radicalement. Les émeutes d'octobre ont entraîné des réformes en profondeur. C'est un pays complètement changé que François Mitterrand a visité ce jeudi. Une visite de travail pour approfondir les relations entre les deux pays. Monsieur Mitterrand a été accueilli avec chaleur. Jean-Michel Mercurol. 4e voyage en Algérie, mais 6e tête-à-tête Mitterrand-Chadli. Ces quelques heures de conversations informelles voulues par les deux chefs d'État soulignent assez la volonté de part et d'autre de continuer d'apurer les contentieux. Après l'accord sur les achats de gaz algériens et l'ouverture d'un crédit de 7 milliards de francs à l'Algérie, petit à petit se raffermissent les relations entre Paris et Alger. C'est sous la tente, dans les jardins de la résidence présidentielle de Zeralda, que se sont déroulés les entretiens destinés surtout à dresser le cadre d'un programme d'avenir entre les deux pays et d'en finir avec des relations souvent au coup par coup. Si rien n'a filtré de ces retrouvailles, les sujets d'échange ne devaient pas manquer. Relations Nord-Sud, Proche-Orient, rapport du Maghreb et de la CEE. Un moment de détente dans cette journée avec la visite des ruines de Tipaza, chère à Albert Camus. Aujourd'hui en Algérie, François Mitterrand devient le tout premier chef d'État occidental à rendre visite au président Chadli après les émeutes d'octobre et la volonté de démocratisation du régime. Je n'ai pas d'autre déclaration à faire que de redire le plaisir que j'ai de me trouver à Alger, de retrouver votre pays, d'adresser au peuple algérien l'expression de mes sentiments, mes vœux, ceux que je forme pour la réussite de ce peuple et la réussite de ses responsables. Robert Lacoste, qui vient de mourir, avait été ministre résident en Algérie sous le gouvernement de Guy Mollet en 56 et 57. Il vient de mourir en Dordogne à l'âge de 91 ans. Il avait occupé aussi plusieurs fonctions ministérielles pendant la 4e République. L'enseignement. Hier, le gouvernement avait parlé aux enseignants par le support de la télévision. 3/4 d'heure de communication quasi directe, fort écoutée puisqu'il y avait 1 400 000 téléspectateurs devant leur poste. Aujourd'hui, même motif, même horaire, les partis politiques ont répondu au gouvernement. L'opposition demande une concertation générale. Mais écoutons d'abord le PC. Dès maintenant, dès le printemps, dès le mois de mars, il faut agir pour imposer au gouvernement une orientation qui fasse de la rentrée 1989 une rentrée de rupture avec l'échec et qui amorce une transformation positive du système scolaire national. J'ai trouvé, et je crois que c'était aussi le sentiment de Michel avec qui j'en ai parlé, que c'était un peu une émission de circonstances. On avait le sentiment qu'à 3 jours des élections municipales, il s'agissait pour M. Rocard et pour M. Jospin de retenir des électeurs qui ont un peu la tentation de quitter le Parti socialiste. Je voudrais sincèrement que sur l'éducation, on arrive à trouver le moyen de parler entre les partis politiques, au Parlement ou ailleurs, et de parler avec l'ensemble des acteurs du système scolaire, à condition de n'en oublier aucun. Moi, je suis prêt à m'asseoir... À discuter avec le gouvernement. Oui, tout à fait. Je suis prêt, tout à fait. Je suis prêt à m'asseoir autour d'une table avec Lionel Jospin, bien sûr. C'est vrai tout de même que l'enseignement, l'éducation nationale souffre d'un certain nombre de maladies qui proviennent, je dirais, un peu de l'idéologie socialiste. C'est l'idéologie que tous les professeurs sont pareils. Les écoles doivent être différentes. Donc ces maladies, et puis l'hypercentralisation, l'hypersyndicalisation de notre système éducatif. Quand nous nous comparons aux autres, nous avons un certain nombre de maladies. Et c'est vrai que ces maladies ont souvent été portées par l'idéologie socialiste. Et c'est la raison pour laquelle je crois que le docteur Rocard et le docteur Jospin ne sont pas les meilleurs docteurs pour soigner cette maladie. Et Lionel Jospin, le ministre de l'Éducation, répondra peut-être ce soir à la proposition de M. Juppé d'une concertation. M. Jospin est à Toulouse. Social, d'abord reprise du travail au LMPP. Demain donc, il y aura de nouveau des journaux dans vos kiosques. Les grévistes de la CGT n'ont pas voulu qu'on filme à 17 h la reprise de leur activité. En revanche, dans le secteur de la santé, les infirmières anesthésistes poursuivent leur grève demain.
et les internes menacent de reprendre leur mouvement avec les chefs de clinique, les 15 et 16 mars. Les municipales, cette fois ça approche vraiment, J-3, ce soir, Dunkerque sous la loupe. Une ville où le scrutin va être très très serré. Jusqu'à présent, le maire, Claude Prouvoyeur, gagnait largement. Mais Michel Delbard, actuel ministre du gouvernement, a débarqué pour le Parti socialiste. Et tout bouge brusquement à Dunkerque. Laurent Boussier, Patrick Gabé, reportage. Quand au mois de décembre dernier, Michel Delbard a annoncé sa candidature à la mairie de Dunkerque, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Dans le Nord, tout le monde attendait l'ex-futur héritier de Pierre Mauroy à Lille, et Dunkerque se préparait à une campagne municipale classique, voire banale. Mais la succession du maire de Lille n'étant pas à l'ordre du jour, le ministre des Transports et de l'Équipement est venu à Dunkerque à la plus grande joie des socialistes locaux. Un challenge difficile pour Michel Delbard dans une ville tenue depuis 23 ans par le sénateur-maire Claude Prouvoyeur, un temps que Michel Delbard juge suffisant. Ils sont là depuis un quart de siècle. Leurs caractéristiques, l'immobilisme et le clientélisme. Voilà les deux caractéristiques de la gestion dunkerquoise aujourd'hui. Ce que nous voulons faire avec tous ceux qui sont autour de moi sur la liste, nous battre pour l'avenir de Dunkerque. Troisième port français, construction européenne, attirer des entreprises. Voilà des objectifs, créer des emplois. Pour cela, il faut une équipe dynamique. Il faut avoir une ambition pour Dunkerque. Parti avec près de 10 points de retard sur son concurrent, Michel Delbard a réussi à faire l'union à gauche. PS, PC, MRG, écologistes, personnalités locales sont sur sa liste. Sa campagne est menée tambour battant. Il passe 4 à 5 jours par semaine à Dunkerque. Un déploiement de force qui n'impressionne pas Claude Prouvoyeur. Élu et réélu au premier tour depuis 23 ans, il a tout vécu avec sa ville. Usinor, Normed, 12 000 licenciements et les problèmes économiques. Aujourd'hui, alors que l'embellie pointe son nez, il trouve anormal qu'un autre en tire les bénéfices. Michel Delbard arrive auréolé de son titre de ministre. Les Dunkerquois, peut-être certains se laisseront séduire par cette étiquette, mais si l'on constate ce que Michel Delbard a fait de 80 à 86 lorsqu'il était au gouvernement, au directeur de cabinet de Pierre Mauroy, et on se rend vite compte qu'il n'a rien fait à ce moment-là, il y a peu de chance qu'il fasse quelque chose maintenant. Et puis dans cette bataille arrive le Front National. Sans pouvoir espérer accéder à la mairie, il peut jouer les troubles faits. Pour nous, le combat Delbard-Prouvoyeur, c'est le combat de deux crocodiles solidaires du même système. Ceci étant dit, nous au Front National, nous n'avons jamais fait la politique du pire et nous saurons faire notre choix. À 48 heures du scrutin, plus personne n'ose faire de pronostic. Cette élection se jouera dans un mouchoir, l'abstention pouvant être fatale à l'un ou l'autre des candidats. Demain, aux 4 vérités dans Télématin à 7h45, Gérard Morin continuera de recevoir les grands leaders politiques. Demain, Alain Juppé, secrétaire général du RPR. Et puis sachez enfin que tout ce que vous voulez savoir sur les municipales, eh bien, vous pouvez le trouver très facilement grâce à notre Minitel. Des renseignements innombrables sur le scrutin commune par commune. Alors vous faites simplement sur le Minitel 3615, code A2. La fin du contrôle d'échange en France, un contrôle qui aura duré 20 ans. Il avait en effet été institué en 68 au lendemain des événements. En fait, ce contrôle d'échange, Gérard Leclerc, il s'était peu à peu adouci. Oui, c'est aujourd'hui une décision très symbolique. La plupart des restrictions à la circulation des capitaux avaient été effectivement levées ces 3 dernières années, mais l'abrogation du décret pris au lendemain de la tourmente de mai 68 donne aux entreprises une liberté qu'elles n'avaient pratiquement jamais connue, sauf dans les années 60. La construction d'une Europe monétaire était à ce prix. Les marchés l'ont interprété comme un signe de confiance vis-à-vis du franc qui a retrouvé son niveau le plus haut depuis 7 mois face aux marques allemandes. Cela dit, ce contrôle d'échange supprimé, donc tout reste encore à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Absolument, rien n'est réglé. Absolument, oui. Avant que les particuliers puissent l'an prochain placer leurs économies où bon leur semble en Europe, il faudra, pour éviter les fuites de capitaux, harmoniser les fiscalités des 12 sur l'épargne. La bataille s'annonce rude et la France y laissera quelques milliards en rentrée fiscale. Et puis l'abandon du contrôle d'échange. Avec cet abandon, l'économie française perd son dernier filet de sécurité en cas de dérapage économique. Rien n'arrêtera désormais la chute du franc. Merci Gérard. Le procès du commissaire Jobbik à Nanterre. Le commissaire Jobbik est accusé, vous le savez, de proxénétisme aggravé. Il aurait abusé de sa position de policier. À mi-chemin de ce procès, c'est justement la police qui a été mise en cause et ses méthodes critiquées. Rémi Roche à Nanterre. Si Yves Jobbik a choisi d'être policier, c'est par vocation et pour rien d'autre, surtout pas pour l'argent. Il l'a dit clairement au président Foulquier qui devait peu après le féliciter pour ses brillantes études et un début de carrière de commissaire considéré comme tout à fait prometteur par ses supérieurs. En 4 ans, lui et ses hommes des unités de recherche de la première division de police judiciaire avaient réussi à déférer quelques 1100 délinquants
à la justice. Et si le président se montre convaincu du train de vie apparemment tout à fait normal du commissaire, confirmé d'ailleurs par un rapport d'expertise financière, il va se montrer, semble-t-il, moins satisfait par les réponses de Jobbik sur les rapports qu'il entretenait avec ses informateurs. Certes, ce n'est pas aujourd'hui que l'on découvre le rôle des indices dans le travail, voire dans le succès des policiers. N'empêche qu'il semble bien qu'avec certains d'entre eux, aujourd'hui inculpés de proxénétisme ou de trafic de drogue, le commissaire entretient des rapports d'une certaine familiarité, voire de proximité, dira le président Foulquier. On entre tout juste dans le vif du sujet, car toute la question, c'est bien sûr de savoir si ces relations, quel qu'en soit le mode, étaient strictement professionnelles ou si elles ont eu, pour le commissaire Jobbik, des implications plus personnelles. Les finances du Vatican vont mal et son ancien grand argentier, Monseigneur Marcinkus, a été poussé vers la porte de la Banque du Vatican. Le trou dans le budget du Saint-Siège dépassera 78 millions de dollars cette année, en 89. Quant à Monseigneur Marcinkus, le prélat le plus tristement célèbre du Vatican, eh bien son nom avait été mêlé à de nombreux scandales. Marcel Tria. Il va nous manquer. Fils d'un immigré lituanien aux États-Unis, grand joueur de golf devant l'éternel, Monseigneur Paul Marcinkus était depuis 1959, du haut de ses 1,91 m, l'un des piliers du temple, le colosse de Rome. C'est Paul VI qui l'avait appelé auprès de lui pour organiser ses voyages à l'étranger. Plus gorille que diplomate, il poursuivit jusqu'en 1982 avec Jean-Paul II cette activité dans laquelle il semblait avoir trouvé son chemin de Damas. Mais c'est surtout comme banquier qu'il passera à la postérité. Depuis plus de 20 ans, il était le PDG de l'Institut pour les œuvres de religion, la Banque du Vatican. Un poste de confiance où il avait été parachuté sans aucune compétence. Sa carrure de garde du corps ne lui fut malheureusement pas d'un grand secours pour affronter les requins de la finance italienne. Deux d'entre eux, auxquels il avait peut-être un peu imprudemment lié le sort de sa pieuse entreprise, l'entraînèrent dans les plus retentissants scandales financiers de ces dernières années. Michele Sindona, homme d'affaires en odeur de mafia, arraché à l'affection des siens en 1986 dans une prison italienne par un café au cyanure. Roberto Calvi, le patron de la Banque Ambrosiano, retrouvé pendu sous un pont de Londres en 1982. Bilan pour les finances du Vatican, un trou de 1,6 milliard de francs. Apparemment abandonné par la providence divine, pourchassé un temps par la justice italienne, Monseigneur Marcinkus avait pourtant conservé la confiance de Jean-Paul II. Pour lui éviter une humiliante révocation, on a tout simplement supprimé son poste. Il sera remplacé par un directeur, sans doute laïque, contrôlé par un conseil de 5 experts. Tous de bons catholiques, bien sûr, mais tous de vrais professionnels de la banque. C'est plus prudent. Autre pays, autre mœurs, mais toujours le scandale. C'est l'affaire Tower aux États-Unis. Le Sénat se prépare à refuser demain que John Tower soit secrétaire à la Défense. Il aime trop les femmes, l'argent et l'alcool. Pas forcément dans cet ordre d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, ce sera un coup dur pour George Bush. Mais cette affaire s'explique quand on connaît la société américaine. Jacques Abouchard, à Washington. Confirmons John Tower au Pentagone pour 6 mois, à l'essai. C'était l'ultime baroud d'honneur du leader républicain Bob Dole au Sénat pour sauver la candidature du ministre de la Défense désigné. Échec total, malgré le ralliement in extremis de Lloyd Bentsen, qui fut le second de Dukakis dans la course à la Maison-Blanche. Avant le vote, les derniers pointages créditaient John Tower de 46 voix sûres, il lui en faudrait 50 pour passer. La défaite prévisible sera avant tout celle de George Bush. Il s'est acharné pour imposer son poulain, malgré un climat hostile. Ses frasques amoureuses, son penchant excessif pour l'alcool ont desservi John Tower. Autre handicap, son action comme conseiller grassement rétribué par des sociétés sous contrat avec le Pentagone. George Bush va devoir repartir à zéro pour le ministère de la Défense et l'on mentionne le nom de Brent Scowcroft, un général à la retraite qui est son conseiller pour les affaires de sécurité nationale. Cette affaire Tower laissera des traces. Depuis 5 jours au Capitole, elle donne lieu à de sévères empoignades. Mais surtout, elle porte un coup sérieux à l'état de grâce qui accompagne l'installation du nouveau président. George Bush voulait faire mieux que Ronald Reagan. Il souhaitait enterrer la hache de guerre avec le Congrès à majorité démocrate. Or, après 50 jours de Maison-Blanche, il est en plein affrontement. Cette information, une histoire d'espionnage à Washington. Un attaché militaire soviétique vient d'être expulsé des États-Unis pour espionnage. Il a été surpris en train de recevoir des informations confidentielles de la part d'un Américain travaillant dans une société avec laquelle le gouvernement passe des contrats.
L'affaire Rushdie, les procédures d'expulsion d'Iraniens ont commencé en Grande-Bretagne. Il s'agit de 9 employés de l'ex-ambassade d'Iran à Londres. Et à propos de l'affaire Rushdie, la suite de notre enquête que nous menons toute la semaine sur les répercussions internationales de cette affaire et notamment dans les diverses communautés musulmanes. Hier et avant-hier, nous avons parlé de la poussée de l'islam en Algérie et aussi de la communauté musulmane en Grande-Bretagne. Ce soir, l'Allemagne, avec ce reportage de Philippe Rochaud. À l'ombre de la cathédrale de Cologne, la première communauté musulmane d'Allemagne fédérale, les Turcs. 1 500 000 fidèles de l'islam, mais un islam sous haute surveillance depuis que le cheikh Kaplan, chef religieux rallié à Khomeini, a appelé au renversement du régime turc. Il aura fallu plus d'un mois aux musulmans pour se mobiliser contre les versets sataniques, mais 5000 croyants ont crié leur colère contre Salman Rushdie, manifestation plutôt bon enfant, la majorité ici ne veut pas de confrontation. Ça n'est pas la guerre. Le livre de Rushdie n'est pas le premier du genre et ne sera pas le dernier. Les médias ont amplifié le problème alors qu'on ne connaît pas le contenu du livre. Une chose est pourtant certaine, il faut respecter le Coran et notre prophète, car il a fait le bien dans tous les domaines, il a même su pardonner à ceux qui avaient tort. Dans l'industrie automobile, un tiers des ouvriers sont musulmans. Mais ici, pas de mouvement contre le livre de Rushdie. Une forte pression sociale des ouvriers allemands freine les extrémistes qui voudraient manifester. Les positions restent nuancées. Les plus rapides à descendre dans la rue ont été finalement les opposants iraniens, les moudjahidines du peuple, dont les effectifs ont sérieusement augmenté depuis que plusieurs centaines d'entre eux ont quitté la France. Je crois que Khomeini n'est pas musulman. Il est même l'ennemi numéro 1 de l'islam, du Coran et du prophète. Au nom de l'islam, il a exécuté des milliers de prisonniers politiques et sur la scène européenne, il a soutenu le terrorisme. Il ne peut pas être cité comme musulman. Il n'a pas le droit de donner des ordres ni de juger ce livre. À Bonn, le Parlement fédéral a dénoncé l'appel au meurtre de Khomeini comme une déclaration de guerre. Les députés verts et socialistes ont obtenu le gel des négociations économiques avec Téhéran, mais demandent d'autres mesures. Malgré la fermeté allemande, les mots d'ordre de Khomeini ont des échos ici. L'éditeur est protégé alors que la traduction des versets sataniques signés de 30 auteurs ne sortira qu'à l'automne. Des librairies ont déjà reçu des menaces. Seul, à Berlin, le quotidien La Taz a publié les passages les plus sensibles des versets sataniques, seule note appuyée dans une presse et une télévision restées plutôt sobres sur l'affaire Salman Rushdie. D'autres informations internationales, en bref avec Éric Perrin. Et tout d'abord, l'affaire des missiles pour le Congo. Hier, l'Élysée avait annulé une exportation de missiles Mistral vers ce pays. Interpellation à Tignes de Thierry Miaillé, soupçonné d'être l'intermédiaire entre la société Matra et le Congo pour l'achat de 50 missiles Mistral, en fait destinés à un autre pays figurant sur la liste rouge. Au Congo, on indique que le colonel Gwéondélé, également mis en cause, serait victime d'un règlement de compte interne. La société Matra, fabricant du Mistral, a décidé de porter plainte contre X. Tir de roquettes de la résistance afghane sur l'aéroport de Kaboul. Un porte-parole du gouvernement a indiqué que l'armée régulière avait repoussé l'offensive lancée hier par les Moudjahidines sur Jalalabad, ville stratégique située entre Kaboul, la capitale, et le Pakistan où sont basés les rebelles. Ces derniers continuent leur offensive sur l'aéroport de Jalalabad. L'Irak échappe à la condamnation de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. La résolution condamnant Bagdad pour l'utilisation d'armes chimiques contre les civils kurdes n'aura même pas été mise aux voix. Amnesty International, auteur d'un rapport accablant notamment sur la torture d'enfants, s'est déclaré profondément troublé par cette décision. Ouverture ce matin du Salon automobile de Genève. C'est l'un des événements pour l'industrie automobile et pour le public. Un salon qui décoiffe car la mode revient doucement à la vitesse et à l'aventure. En vedette en effet les voitures sportives et aussi les 4x4. Alain Doubeski examine les plus de ce salon de Genève. Allons directement vers la plus rapide, la Honda NSX, 250 km/h, un moteur 16 soupapes. Elle atteint les 100 km/h en moins de 6 secondes. Une carrosserie tout aluminium. Son prix, environ 500 000 francs. Si le moteur est nerveux, le client, lui, devra être patient. La production ne débutera que dans un an.
est maintenant la vedette du salon, la voiture la plus sophistiquée, la plus en avance au niveau technologique, la plus tout, la Mercedes 500 SL. Des cabriolets, il en existe depuis longtemps, mais celui-ci adopte toutes les solutions techniques d'avant-garde. Suspension arrière avec amortisseur adaptable, arbre à cam à calage variable, 10 possibilités de réglage du siège et du volant. La liste des plus technologiques est impressionnante, son prix aussi d'ailleurs, environ 550 000 francs. La plus récente, malgré des apparences de déjà-vu, c'est la nouvelle Ford Fiesta, une carrosserie classique qui rappelle quelque chose. Les efforts ont porté sur l'habitacle, plus spacieux que l'ancien modèle. Pourquoi se priver du plaisir d'examiner la plus chère? C'est une Rolls, bien sûr. Le modèle Corniche convertible, 1 300 000 francs. À ce prix-là, on ne pose plus de questions techniques, ce serait de mauvais goût. Maintenant, l'évolution la plus spectaculaire, celle des 4x4, c'est-à-dire des véhicules 4 roues motrices. Il y a peu de temps, seuls des véhicules du type Jeep en étaient équipés. Aujourd'hui, des berlines familiales, Citroën, Renault ou Peugeot le proposent. Bien d'autres marques encore, évidemment. Pour terminer, la plus élégante, la plus rare, classique Tiffany fabriquée par Ford Lincoln, chaussée par Michelin. Une conception moderne sous une carrosserie rétro. 50% de la production est exportée vers les pays arabes du Golfe. 500 000 francs, c'est moins cher qu'une Rolls, et puis ça fait presque autant d'effets. Le sport, Paris-Nice d'abord. Beaucoup de changements dans l'étape qui arrivait au Mont-Faron tout à l'heure. Victoire d'étape du Français Bruno Cornillet. Le leader, Laurent Bézot, malade, a dû abandonner, comme Fignon hier. Et c'est un autre Français, Marc Madiot, qui a endossé le maillot blanc de leader. En foot, la douche écossaise, c'était bien une douche et c'était bien en Écosse. Il a plu des trombes à Glasgow pendant tout le match qui a vu la victoire de l'Écosse par 2-0 sur l'équipe de France. Sale temps pour Platini, le sélectionneur, sale temps pour tout le football français qui n'ira sans doute pas en Coupe du Monde en Italie. Raison d'une défaite, Francis Marotto. Pendant 10 ans, cet homme a contribué au succès de l'équipe de France de football. 1976-1986, âge d'or du football français, avec Michel Platini et la génération Giresse, Tigana et autres Dominique Rocheteau. Époque d'un milieu de terrain magique, efficace, oui, mais retrait des anciens, restent les jeunes. Cette génération que l'on a tendance à taxer. Génération surpayée, dit-on. À tel point que l'équipe de France ne peut même plus se payer un billet pour le mondial italien. Alors, où est le mal? Sur le terrain? Le milieu de terrain, bijou naguère, ne brille plus du même éclat. Mais il tient. Mieux même, face aux Britanniques, Loret tire le premier. Alors, la défense, 2 erreurs françaises, 2 buts écossais. Sur la première action de Johnston, Loret, le Sochalien, ne remonte pas assez vite. 1-0 pour l'Écosse et les vrais problèmes commencent car en fait, la France ne marque plus de buts. Résultat, on se découvre et nouveau coup de froid. Mauvais dégagement de Sonor, Johnston seul entre 3 Français pousse Batz à la faute. Mais que dire de l'attaque? Les Français se créent des occasions, ou pourraient s'en créer. Papin tout seul pousse trop loin son ballon, manque de lucidité. Le Marseillais, encore lui, oriente son amorti de la poitrine, mais sa frappe manque de puissance, de hargne. Manque de hargne, encore. Avec cette passe de Stéphane Paille pour le gardien écossais, incroyable. Il faut réapprendre à marquer, même pour le meilleur buteur actuel du championnat de France, Jean-Pierre Papin. Il faut aussi réapprendre à traverser une défense. Autre aveu d'impuissance, Christian Pérez longe la surface et devant l'absence de solution. Il frappe pied droit, lui, le gaucher. Dès lors, que faire? Que nous qui avons plus d'expérience, ou vous qui pouvez les mettre au pied du mur, c'est peut-être un bien. Et nous qui avons plus d'expérience, on peut peut-être les aider à être bien pendant 90 minutes. Alors, il leur reste 4 fois 90 minutes pour créer un petit miracle, tout gagner et puis surtout espérer. Voilà, fin de cette édition du journal. Tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol. Tout doux, le temps, comme Cabrol d'ailleurs. Dernier journal, ce sera Philippe Gassot vers minuit. Après, édition spéciale de Claude Sérillon consacrée aux expropriations. Télématin, demain, ça commence à 6h45 avec Roger Zabel, François Ponchelet et toute leur équipe. Voilà, fin de cette édition, pardon. Excellente soirée sur Antenne 2. À demain, 20h.